Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 24 octobre 2019, la fausse alerte qui a suscité des frayeurs dans les établissements hospitaliers ce matin, la notification de fin de contrat pour les contractuels aussitôt interprétés comme des licenciements. Il s'agissait d'une simple formalité légale. Rapport Doing Business 2020, le pas non négligeable du Sénégal au plan économique. Notre pays gagne 18 places et se positionne au 123e rang au niveau mondial. Les détails de ce rapport dans ce journal. Lutte contre le terrorisme, le Sénégal dans une approche préventive. Le cadre interministériel de coordination des opérations pour lutter contre le terrorisme a étrenné son siège ce matin pour une meilleure coordination des opérations, plus d'efficience évidemment. Une alchimie des sonorités traditionnelles marocaines et bien d'autres de la world music. Une fusion savamment concoctée par Mehdi Nassoli, un héritage à la rencontre des musiques du monde. Découverte en fin de journal. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Le licenciement des contractuels des hôpitaux dans 5 jours. L'information est fausse. Les principaux concernés, qu'ils précisent, ont en effet bien reçu la notification, ou plutôt la note d'information de la tutelle, mais il s'agissait, disent-ils, d'une précaution ou plutôt d'une procédure normale. Chaque année, le ministre, pour se conformer à la loi, envoie le préavis de résiliation de ces 10 contrats, ou plus tard 1 mois avant échéance. C'est le document en question qui a été interprété sans précaution, d'où la fausse alerte qui a été relayée ce matin. Barasso et Mam Abdougaï Kassé. Au centre de santé Nabil Choucair, situé dans la commune de la Padoua, les contractuels se disent étonnés par les informations distillées ça et là, faisant état de leur licenciement des districts sanitaires de Dakar. Cette contractuelle est secrétaire au service gynéco-maternité. Elle parle d'une procédure normale. Pour me donner une notification qui signifiait que à la fin de cette année, on va arrêter notre contrat. Et c'est comme ça que ça se passe chaque année. On résilie nos contrats et après on les renouvelle. Chaque année, je suis à ma 4e année et ça s'est passé toujours comme ça. Elle n'est pas inquiète pour autant. Chaque année, même si les contrats sont résiliés, les gens continuent à travailler jusqu'au prochain renouvellement. En fait, chaque année, quand on résilie les contrats, nous, on continue de travailler jusqu'à la signature des contrats. Bamba Diagne est le point focal du centre de santé chargé de suivre le dossier des mutuelles. Il tient exactement le même discours. Comme on a l'habitude souvent de le recevoir, j'ai reçu la note, mais j'ai vu que nos contrats prendront fin en fin décembre. Donc quand je me suis réveillé aujourd'hui, j'ai vu sur le net des rumeurs comme quoi que tous les contractuels de Dakar seront virés le 29 octobre prochain. Chaque fin de contrat, ce document nous est parvenu comme ça pour nous faisant comprendre que voilà, vous êtes en fin de contrat, donc, et que cela nous permettra que demain nous renouvelons nos nouveaux contrats, quoi. Ce n'est rien d'extraordinaire, franchement, parce qu'on a l'habitude de le vivre. L'année dernière, c'était comme ça. La notification de la fin des contrats provient du ministère de la Santé. Elle est prise des mois à l'avance, les contrats arrivant à expiration à la fin de l'année. Une démarche normale qui découle des procédés du projet de développement sanitaire, le PNDS, selon le médecin-chef du district Nord et de Nabil Choucair. C'est un contrat d'usage donc, qui est lié à un programme qui est donc le Programme national de développement sanitaire, le PNDS. Et que la loi, donc, de ce point de vue, exige à chaque fois qu'il faut donc, notifier aux personnes intéressées la fin de leur contrat quelques mois auparavant. Je pense que c'est un délai de 3 mois. La deuxième précision porte sur le fait que c'est annuellement, ça se fait. Donc avant la fin de l'année, donc chaque année, donc les différents contractuels reçoivent les différentes donc, notifications de façon individuelle.
Il faut dire que aussi c'est sur l'ensemble du territoire national. Donc ce n'est pas une spécificité de Dakar. Des médias ont annoncé le licenciement de tous les contractuels des hôpitaux de Dakar dès le 29 de ce mois sur décision du ministre de la Santé. C'est un préavis de résiliation et non un licenciement selon ces contractuels. La pratique est courante et s'impose chaque année à la même période. Lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein. Les professionnels de la santé misent sur l'approche multisectorielle, ce pour cerner la problématique des pratiques culturelles et l'arsenal de séduction de certaines ralentirait les progrès dans cette lutte contre cette maladie. Le mois d'octobre est consacré, vous le savez, aux consultations et à la sensibilisation. Le Fouladou n'entend pas rater cette occasion. Seydou Diatta pour plus de détails. À l'intérieur des salles de soins, le personnel de santé est à pied d'œuvre. Au MONI, le dépistage des cancers des cols de l'utérus et des seins. Une initiative qui rentre non seulement dans le cadre de la célébration des journées d'Octobre Rose, mais traduit la politique du ministère de l'Action sociale concernant la lutte contre la mortalité et la morbidité liées à ce type d'infection. C'est devenu maintenant une offre de service dans les différents points de prestation. Donc dans tous les points de prestation, les prestataires qualifiés ont été outillés pour pouvoir dépister des lésions précancéreuses. Le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique au Sénégal. 60 à 80% des femmes viennent tardivement pour se faire dépister. Dans cette partie sud du pays, certaines pratiques culturelles ne militent pas en faveur de la réduction des risques d'infection, se désolent les professionnels de la santé. D'où la nécessité de miser sur la sensibilisation. À Kolda, lors des dépistages de masse, on a eu des cas, des femmes qui présentent des stades de cancer à moins de 30 ans. Ce qui explique ça, c'est les mariages précoces, les grossesses multiples et les infections non traitées ou maltraitées. Parce que si une fille se marie à l'âge de 14 ans ou 15 ans, c'est très raisonnable qu'elle développe un cancer de l'utérus au bout de 10 ans, à l'âge de 26 ans ou 28 ans. Nous devons aussi lutter contre les produits aphrodisiaques. Il y a des risques d'infection. Nous devons aussi lutter contre les mariages précoces, les mariages d'enfants qui font des ravages, les grossesses multiples et les infections maltraitées ou non traitées. Après le district de Kolda, c'est au tour des districts de Médina Yoro Foulah et de Vélingara d'accueillir ces journées dédiées aux activités d'Octobre Rose grâce au soutien de AMREF et de Enda Santé en collaboration avec la région médicale. Économie à présent avec cette nette progression du Sénégal dans le rapport Doing Business 2020. Le document rendu public ce matin pointe en effet un score de 59,3 sur 100. Une bonne amélioration comparativement au précédent qui lui accordait 54 points. Au niveau mondial, le Sénégal est donc classé 123e sur 190 pays. Le Sénégal qui gagne donc 18 places et maintient son rang au niveau continental, 16e de l'économie de l'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, 2 pays africains figurent dans le top 50. Il s'agit de l'île Maurice et du Nigeria. Nous y revenons avant la fin de ce journal. Le cadre interministériel de coordination des opérations pour lutter contre le terrorisme qui a entraîné son siège ce matin, les locaux du CICO centraliseront toutes les données nécessaires à la fiabilisation des choix stratégiques, aussi bien au plan préventif qu'au plan opérationnel. Un siège pour plus d'efficacité et d'efficience dans la lutte contre le terrorisme. Pape Moufal et Cheikh Hassan Fall pour le compte-rendu. Le cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste est un dispositif de coordination et de veille stratégique dans la lutte contre le terrorisme. C'est un décret pris en 2016 qui a présidé à la création du SICO, un outil central dans la stratégie de lutte. Il faut aujourd'hui avoir un état d'esprit quand il n'y a pas de problème et un état d'esprit quand effectivement le phénomène intervient. Donc il y a des attitudes et des comportements qu'il faut avoir pour ne pas être surpris. Et également, une fois que l'événement se produit, il faut se préparer. C'est ce qui a justifié les exercices qu'on a eu à faire et qu'on continuera de faire pour que nos forces de défense et de sécurité soient prêtes à intervenir en cas de problème. La persistance de la menace terroriste a ainsi rendu indispensable l'adaptation de la posture nationale
antiterroriste pour demeurer proactif face à ce défi. Pour être plus efficace et pouvoir parer à toute éventualité, les actions seront faites en parfaite coordination entre les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons à la tête du SICO un gendarme. Demain, ça peut être un militaire, ça peut être un policier, ça peut être même un civil. C'est le président de la République qui en prend la décision. Cette autorité qui sera là coordonne, et sous la coupole d'abord du ministère de l'Intérieur, mais coordonne avec toutes les forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, vous verrez dans son personnel des gendarmes, des militaires, des policiers, des sapeurs, donc les différentes forces qui interviennent. La lutte contre le terrorisme nécessite des capacités et des moyens financiers. Difficile de dire ce que ça nous coûte, parce que d'abord, ce n'est pas forcément des choses que nous préparons, parce que vous savez, la lutte antiterroriste, il faut à chaque fois qu'il y ait un événement pour qu'on puisse savoir ce que ça a coûté, parce que ça dépend de l'ampleur de l'événement. Ce qui est constant, c'est que nous sommes en train de nous préparer avec des investissements. Le SICO, présidé par le ministre de l'Intérieur, comprend également les représentants de tous les ministères impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Il dispose d'un état-major, d'une cellule de veille et de démembrements régionaux pour être plus réactif et toujours prêt à intervenir. Nous en reparlons, ce progrès réalisé par le Sénégal dans le dernier rapport Doing Business 2020. Ce document rendu public ce matin avec 59,3 sur 100 pour le Sénégal, une amélioration comparativement au précédent qui lui accordait 54 points au niveau mondial. Je vous le disais, le Sénégal est à la 123e place sur 190. Il maintient donc sa place, son rang au niveau continental, 16e de l'économie de l'Afrique subsaharienne. Et je vous signale également que 2 pays africains figurent dans le top 50. Il s'agit de l'île Maurice et du Nigeria. Le compte-rendu de Pape Gorgui Thiam et de Alioune Gueye. Le Sénégal gagne des places dans le nouveau classement Doing Business. De la 141e, il passe à la 123e position. Le rang attribué à notre pays semble satisfaire le gouvernement. Je m'en félicite. Je pense que la séance de ce matin ou de cet après-midi a regroupé autour de l'équipe de Doing Business les meilleurs élèves de la classe, c'était le Sénégal et le Togo. Je pense que l'année prochaine, comme on l'a fait depuis 4 ans de manière consécutive, on se retrouvera ici aussi avec une copie propre. Au-delà de Doing Business, l'engagement du gouvernement est aussi manifeste pour améliorer la compétitivité et permettre un rôle plus actif du secteur privé dans des domaines de réforme structurelle sur lesquels le groupe de la Banque mondiale est aussi engagé avec le gouvernement, notamment donc, dans le cadre du domaine de l'énergie, des télécoms et de l'économie numérique. Le Sénégal est toutefois loin des meilleurs et les plus performants. Il a encore un licenciement long chemin pour être cité parmi les économies les plus attractives. S'il est vrai que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer les progrès, il y a quelques défis qui nous semblent importants de souligner. D'abord, de continuer à simplifier la fiscalité, l'administration des impôts et aussi les procédures d'import-export. Il y a également un agenda important à continuer l'investissement qui est déjà en cours dans la dématérialisation des procédures administratives et la gestion du changement que ça implique. Le gouvernement a du pain sur la planche et doit initier une batterie de réformes. Et nous travaillerons maintenant pour rentrer dans le top 100 qui consacre une économie émergente. Parce que l'objectif, c'était d'être à 130, nous sommes à 123. C'est achever les réformes structurelles et sectorielles sur le foncier et la législation du travail. Simplifier les systèmes de tarification et de transaction, notamment au port. Les équipes du port autonome de Dakar et de la douane, ils travaillent de manière soutenue. Le Sénégal a fait un pas dans le Doing Business et des efforts louables dans le cadre des prêts qu'il décroche et le recouvrement des impôts et la fiscalité si l'on s'en tient aux considérations de la Banque mondiale. 2 pays africains figurent dans le top 50. Il s'agit de l'île Maurice et du Rwanda.
Transport de l'énergie, le Sénégal qui entend densifier son réseau à l'horizon 2025. Le programme est élaboré avec un appui des États-Unis, appui estimé à 300 milliards de francs CFA. L'électrification rurale est dans le calepin des autorités sénégalaises qui sont bien conscientes des préalables à franchir. Sur sa feuille de route, le ministre de l'Énergie souligne l'intérêt pour le secteur privé national de s'approprier le projet. Augustin Mandang et Abdourahmane Ly étaient sur place. C'est une subvention à hauteur de 300 milliards de nos francs dont le Sénégal a bénéficié de la part des États-Unis pour améliorer l'accès et les services de l'électricité. Il s'agit d'un soutien précieux face aux immenses défis du développement. Dans les prévisions, le plan quinquennal qui comporte 3 axes doit démarrer dans moins d'1 an, en 2020. La première composante, c'est de moderniser, de densifier le réseau de transport de l'énergie. Parce que c'est une chose de produire de l'électricité, mais c'est une autre d'en assurer le transport, l'évacuation. La deuxième composante, naturellement, va viser l'extension des réseaux, l'électrification rurale, c'est extrêmement important. Nous ambitionnons d'atteindre l'accès universel à l'électricité en 2025. Et une troisième composante, naturellement, qui est liée aux réformes, à l'encadrement juridique, parce que des avancées aussi importantes ne peuvent pas se faire si nous ne changeons pas le cadre juridique. Avant la mise en œuvre du projet, des réformes s'imposent. Dans tous les documents de stratégie de politique économique du Sénégal, depuis au moins une vingtaine d'années, le coût de l'électricité a été identifié comme une contrainte pour la croissance, parce que c'est une contrainte, c'est un coût de facteur important pour les entreprises. L'accès également à l'électricité ou à l'énergie a été également de tout le temps était identifié comme une contrainte majeure. La feuille de route a été tracée pour des résultats concrets, mais sans l'implication du secteur privé national, les actifs seront mitigés. C'est l'occasion pour notre secteur privé national de se préparer, de gagner des parts de marché importantes, parce que 300 milliards d'investissements dans un seul secteur qui est celui de l'énergie, ce n'est pas des montants faibles, c'est des montants extrêmement importants, et ça peut être destiné exclusivement à des entreprises sénégalaises pour peu qu'elles s'organisent et qu'elles puissent compétir avec même des partenaires internationaux au besoin. Pour répondre de manière satisfaisante à la demande d'électricité croissante au Sénégal, le MCC Millennium Challenge Corporation a approuvé le programme de subvention pour améliorer le réseau de transport du courant électrique dans tout le pays. Adieu les coups de soleil à l'arrêt-bus 2 en 1, des abribus pour les usagers, notamment de Dakar Demdik, à la fois des supports pour publicité, des abribus qui génèrent par ailleurs de l'argent évidemment, dont une partie qui servirait à étendre ce réseau pour le confort des clients. Seulement, le doute pèse sur leur longévité. Un sujet de Séléman Diallo et Mamadou Bipa Sissoko, tout de suite. Non, franchement pas. Je pense pas que ça... Même si ce n'est pas le verre en tant que tel, certaines personnes essaieront d'enlever la lumière qui est à l'intérieur du verre ou bien d'essayer d'abîmer les affiches qui sont à l'intérieur. Moi, je pense que ça ne peut pas durer. Ils sont nombreux, ces Sénégalais, à être inquiets. Les nouveaux abribus ont fière allure et renvoient un design moderne, mais la qualité inquiète. L'entreprise privée qui a conçu le projet tient à rassurer. Alors, les abribus que vous voyez là donc, sont faits avec du verre triplex, donc avec une garantie anti-corrosion de 10 ans. Donc, c'est des verres qui sont très solides, qu'on ne peut pas casser facilement. Les abribus sont un élément du mobilier urbain que l'on retrouve dans les grandes métropoles. Depuis quelque temps, ils font partie du décor de la capitale. Les citoyens dakarois apprécient. C'est cool, parce que déjà avant on attendait les bus sous le soleil, maintenant au moins on peut s'abriter à l'ombre pour attendre les bus, c'est bon. Bon, moi je trouve que les abribus c'est une très bonne chose. Tu vois, moi j'attends comme ça les tatas sous ces abribus. Bon, je peux dire que c'est une idée vraiment salutaire. Parce que là, on voit clairement que la notion du client aérois se sent un peu à travers cette idée. Certains d'entre eux anticipent sur l'entretien et la bonne gestion de ce patrimoine. Ceux qui tenteraient de manifester pour gâter ces abribus, moi je dirais que ces gens-là ne comprennent pas, car ces initiatives sont à saluer.
L'entreprise en charge des nouveaux abribus promet de les implanter un peu partout grâce aux nombreuses publicités présentes sur ses supports de communication. Le Sénégal qui accueille le deuxième Orange Digital Center après la Tunisie, le deuxième en Afrique bien sûr. Les rubans ont été coupés ce matin à la SICAP Carac. Le centre abrite un espace dédié au codage, aux startups, entre autres innovations, une première en Afrique de l'Ouest. Seleman Diallo et Tidiane Cissé. Dans la salle Innovation Lab, un groupe de jeunes porteurs de projets en pleine démonstration. Nous avons droit ici à des explications sur les faux tricolores connectés dans la capitale. L'intérêt réside dans l'amélioration de la mobilité à Dakar et la lutte contre les embouteillages récurrents. On a pensé à mettre sur place des feux intelligents. Alors, comment les feux fonctionnent? À chaque fois, chaque feu est accompagné d'une caméra. Chaque caméra est orientée sur une voie. Donc, une fois que les caméras sont activées, donc elles vont filmer sur chaque voie et récupérer les voitures, le nombre de voitures. Et maintenant, ils font le décompte, ils détectent, ils comptent et ils comparent. Maintenant, après comparaison, ils vont savoir directement c'est telle voie qui a plus de voitures et ils vont directement activer ce feu vert-là. Bâti dans un espace de 2000 m², le centre fonctionne en réseau avec une école de codage, Fab Lab solidaire et une plateforme où l'on expérimente les compétences en numérique. Ici est le point de départ d'une incroyable aventure numérique au Sénégal. L'Orange Digital Center regroupe en un seul lieu un ensemble de programmes totalement gratuits. Il a pour principal objectif de développer les compétences nécessaires dans la communauté pour utiliser les outils du numérique et les concepts associés de manière créative afin de faciliter l'innovation et l'esprit d'entreprise. Orange Digital Center, ça va de la formation au codage, au financement, en passant par le prototypage et l'accompagnement des startups. Le centre est une première en Afrique de l'Ouest. Il va favoriser l'entrepreneuriat et le tissu numérique local, ce qui entre dans la politique de l'État. Ce qu'on a vu au niveau de ce centre, nous pouvons dire que c'est un espace où on entre avec une idée et où l'on ressort avec une entreprise. Avec tout ce que cela comporte comme formation, comme coaching, comme accompagnement dans le financement, tout ce qui est nécessaire à la mise en place d'une entreprise, j'allais dire, à la transformation d'une idée de projet en un projet et enfin en une entreprise viable. Pour cela, nous ne pouvons être que très satisfaits parce que c'est une initiative qui entre en droite ligne, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les orientations stratégiques définies par les autorités gouvernementales. Pour le développement des différents projets, l'État doit davantage accompagner et appuyer pour permettre aux jeunes de valoriser leurs compétences sur le terrain et d'en faire profiter le pays dans son ensemble. D'abord, cette marche pacifique des femmes en Guinée contre la révision de la Constitution et les violences, les brutalités policières. Mort de dizaines de Chinois clandestins dans un camion frigorifique. Cela s'est passé en Grande-Bretagne. Et puis en Bolivie, Evo Morales qui revendique la victoire à l'issue de la présidentielle. Et au Bangladesh, 19 personnes condamnées à mort pour avoir brûlé vive une jeune femme. C'est un récit de Hassan Gueye. Procession immaculée des femmes en Guinée pour s'offusquer des exactions des forces de l'ordre et l'éventualité d'un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Elles ont aussi demandé dans la foulée la libération des militants du Front national pour la défense de la Constitution jetés en prison suite à des manifestations qui ont causé la mort de 9 personnes.
Les 39 personnes retrouvées mortes près de Londres dans un camion frigorifique sont des ressortissants chinois, a confirmé la police britannique. Il y a 8 femmes et 31 hommes. Des plénipotentiaires chinois au Royaume-Uni ont dû se rendre sur les lieux de la découverte macabre située à 30 km de Londres. Le drame rappelle ainsi un précédent survenu en 2000, 58 clandestins originaires de la Chine avaient été étouffés dans un camion au port de Douvres. Evo Morales crie victoire. Le président bolivien déclare avoir gagné l'élection présidentielle face à son concurrent Carlos Mesa. Le candidat sortant a laissé toutefois ouverte la voie à un second tour. Il avait 10 points d'avance sur son adversaire, 46% contre 36% pour Carlos Mesa, qui prévient qu'il ne reconnaîtrait pas des résultats manipulés pour mettre sur orbite le président sortant. Au Bangladesh, 16 personnes ont été condamnées à mort pour l'assassinat d'une jeune femme de 19 ans, brûlée vive pour avoir porté plainte pour harcèlement sexuel. La mort de Nusrat en avril dernier avait suscité une grande émotion et déclenché des manifestations dans ce pays d'Asie du Sud. Les 16 accusés, dont le professeur de la fille, ont été jugés par un tribunal spécial et le procureur a estimé que le verdict prouve à suffisance la fin de l'impunité au Bangladesh. Dernier chapitre de ce journal, nous vous faisons faire connaissance ce soir avec Mehdi Nassouli, entre l'artiste marocain de Gnawa et le gambri. Le gambri, son instrument, c'est une bien longue histoire, une vieille histoire, une histoire partie justement du berceau dès son enfance. Mehdi a baigné dans cette musique traditionnelle marocaine dans toute sa diversité. Il arrive aujourd'hui à concocter une fusion parfaite avec les sonorités de ses racines et tant d'autres musiques d'ailleurs, des musiques du monde. Mehdi Nassouli en escale justement à Dakar pour faire partager son univers universel. Augustin Mandang et Moustapha Gabar Diop l'ont rencontré. Le gambri, c'est un instrument vraiment qu'on fabrique nous-mêmes. C'est une branche d'arbre qui est creusée avec la peau de chameau dessus. Et les cordes, c'est des boyaux, c'est les intestins de chèvre. Et du coup, c'est un instrument vivant avec tous ces matériaux autour. C'est un instrument vivant et on le sent plus qu'on l'écoute avec les oreilles. Avec son gambri, Mehdi Nassouli surfe entre tradition et modernité. Né à Taroudan, dans le sud du Maroc, il a mené pendant 10 ans un voyage à travers le royaume pour acquérir une solide connaissance de la musique marocaine aux racines subsahariennes et africaines. Aujourd'hui, il traverse le monde avec un esprit ouvert sur la fusion des genres musicaux. Avec ma culture, avec mes racines des grands-parents, je suis aussi moderne. Et je suis un musicien actuel de 2019 et 2020 et de futur aussi. Mais toujours en gardant les traditions de mes grands-parents. Mais je suis aussi moderne et ouvert. Donc du coup, ces traditions-là, c'est des musiques modales, c'est des musiques un peu encerclées dans le côté traditionnel ou folklorique. Mais j'essaie quand même de l'exporter à l'international et de montrer qu'avec cet instrument, on ne peut pas faire que la musique gnawa, mais on peut faire d'autres styles et on peut collaborer avec d'autres musiciens comme tous les instruments qui existent. En passage à Dakar, Mehdi Nassouli a donné une masterclass, une occasion pour lui de partager avec les artistes locaux et surtout de s'imprégner de la culture urbaine locale. Et que ce soit dans la mode, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la musique, dans la danse,
on est très 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 proche et je crois qu'on est moderne sans imiter les Occidentaux. On est moderne vraiment avec ce qu'on a et avec nos bagages et avec cette richesse qu'on a dans ces pays-là. On est moderne, il faut juste croire à ça. Et je crois que ici à Dakar, surtout musicalement, la musique est devenue très très urbaine. Même pas en Afrique, mais dans le monde entier. Medina Souli invite le public sénégalais à venir découvrir son univers musical lors d'un concert gratuit ce vendredi 25 au centre d'Outasser. Tout de suite, hier avec Sophia Ba, juste après, Serigne Mbaye Diakhaté nous inspire avec le professeur El Hadj Chang Diouf. 20h30, Kenou Askanui avec Sode Diakhoumpa et Kangforé Imam Zakaria Cissé. À 21h, l'information revient. À 23h, du Kribari, le bulletin en Wolof avec Sode Diakhoumpa. Je vous retrouve demain, vendredi, Inch'Allah. Excellente soirée et bonsoir sur ITV. Au revoir.